La police de Grundy County, dans le Tennessee, découvre le corps calciné d'un dealer de drogue. Un certain Bruce Alan Littleton, retrouvé derrière le volant de sa voiture, écrasé contre un arbre, sur le mont Altamont. Bien que le corps soit méconnaissable, il sera déclaré officiellement mort, mais il y a un problème. Bruce Alan Littleton est bel et bien vivant et il faudra à la police 12 longues années avant de découvrir qui était en réalité enterré dans sa tombe. Aujourd'hui, l'incroyable histoire de Bruce Alan Littleton. Ce n'était pas la première fois que Littleton simulait sa mort. Afin d'échapper à une condamnation pour trafic de cocaïne, il avait souscrit une assurance vie pour ensuite cribler son véhicule de balles et l'abandonner à Collinwood, dans le Tennessee. Il espérait ainsi convaincre les autorités qu'il était décédé, mais son stratagème échoua et il fut repéré par la police dans l'Oregon seulement 2 mois plus tard. Mais déterminé à échapper à toute peine de prison, il tenta une seconde fois de simuler sa mort, et cette fois, il réussit. Et voici comment il s'y est pris. Bruce Littleton traversait Las Vegas quand il prit en stop un vagabond nommé Joel McElroy. Il ne l'avait pas choisi par hasard, car oui, il voulait le tuer pour utiliser son corps afin de se faire passer pour mort. Mais problème, McElroy était un homme âgé et Bruce avait tout juste la vingtaine. Il se doutait bien que n'importe quel inspecteur un peu compétent n'aurait pas été dupe bien longtemps. Frustré, mais ayant peur de ne pas croiser d'autres victimes potentielles, il continua sa route avec McElroy jusqu'à Albuquerque quand il finit par trouver la victime idéale. Un autostoppeur de 32 ans, nommé Andrew Joseph Blewett. Originaire du Michigan, Andrew venait tout juste de purger une peine de prison pour vagabondage dans la tristement célèbre prison de Tent City à Phoenix, dans l'Arizona. C'était un aventurier dont la seule possession était une simple couverture. Après avoir été pris en stop par Littleton, les 3 hommes parcoururent ensemble 1300 km, traversant ainsi le Texas, l'Oklahoma, l'Arkansas, avant de finalement arriver dans le comté d'Humphreys, dans le Tennessee. Ils se garèrent dans un parking, sous un pont près d'une rivière, et Littleton demanda à Andrew Blewett de s'asseoir sur le siège avant passager afin que lui puisse s'asseoir sur la banquette arrière afin de se reposer un peu. Une fois à l'arrière, Littleton se pencha vers Blewett, enroula une corde autour de son cou et l'étrangla. La corde finit par céder tant l'agression était violente, mais Littleton, déterminé, retira alors sa ceinture et l'utilisa pour finir le travail, jusqu'à ce que Blewett rende son dernier souffle. Terrifié par cette agression, McElroy, l'autre autostoppeur, bondit hors du véhicule, effrayé à l'idée de subir le même sort que Blewett. Cependant, Littleton, une fois sa basse besogne accomplie, réussit à le convaincre de revenir dans le véhicule, et c'est apeuré que McElroy accepta. Littleton déplaça le corps de Blewett sur la banquette arrière et le recouvrit avec le seul bien du malheureux, sa couverture. Ainsi, les 2 hommes se dirigèrent vers le motel Wildwood dans le Tennessee, où ils restèrent 3 jours. Pendant ces 3 jours, le corps de Blewett est à l'intérieur du véhicule, caché sous sa couverture, en plein cagnard. Il faisait 30 degrés à l'extérieur du véhicule et probablement 37 degrés à l'intérieur. L'odeur de cadavre en décomposition était abominable, mais rien
ne pouvait arrêter Littleton, qui était déterminé à mettre en scène sa mort. Vers minuit, le 3e jour, il grimpa dans sa voiture, direction Chattanooga, et roula 128 km avec McElroy et le cadavre en décomposition sur la banquette arrière. À mi-chemin, vers le mont Altamont, Littleton fit descendre McElroy et cracha sa voiture contre un arbre. Il déplaça ensuite le corps de Blewett, le plaça derrière le volant, l'aspergea d'essence et ensuite mit le feu à la voiture. Il emmena McElroy avec lui et alla ensuite se cacher dans un endroit à proximité afin de pouvoir assister à la découverte du corps par les autorités. Quand l'inspecteur Davis arriva sur les lieux, le corps était encore chaud. Il ne restait plus du corps qu'une tête et un torse calciné. Davis entra à la plaque d'immatriculation dans le système informatique et découvrit qu'il appartenait à Littleton. Après une rapide conversation avec un détective local, il était convaincu que c'était probablement une seconde tentative pour simuler sa mort, mais que cette fois, il avait finalement trouvé quelqu'un à mettre derrière le volant. Malgré les soupçons de Davis, un médecin légiste nommé Charles Harlan confirma que le corps retrouvé dans la voiture était bien celui de Littleton. Pendant ce temps, Littleton avait fui avec McElroy direction Las Vegas, où ils travaillèrent en tant que plongeurs dans un casino. Il faut dire que McElroy était terrifié par Littleton et qu'il ne savait pas comment s'en débarrasser. Finalement, n'en pouvant plus, McElroy se fit admettre dans un hôpital psychiatrique pour lui échapper une bonne fois pour toutes. Le docteur Mike Tabor, un dentiste médico-légal qui rencontra McElroy plus tard, expliqua qu'il était plutôt lent. Il n'avait pas de retard mental, mais avait gardé les séquelles de sa consommation de méthamphétamine, ce qui avait totalement embrumé son esprit. Suite à ça, Littleton retourna chez lui où sa femme l'attendait. Une fois là-bas, il lui raconta le meurtre. Horrifiée par le crime, elle décida malgré tout de ne pas le dénoncer aux autorités, mais il sera la cause de nombreuses disputes. Quand il reçut l'argent de l'assurance vie, l'épouse refusa de laisser Littleton y toucher. Elle en plaisanta même. Après tout, comment un mort peut-il dépenser de l'argent ? Littleton devait donc rester caché dans la maison, il ne pouvait jamais sortir, alors il proposa à sa femme de déménager pour s'installer plus loin dans le Colorado, ce qu'elle refusa catégoriquement. Le corps de Blewett, que tout le monde pensait être celui de Littleton, fut enterré près de la tombe du père de Littleton, au cimetière de Collingwood. Toujours coincé chez lui et sous l'effet de la méthamphétamine, Littleton, poussé par la curiosité, décida de se rendre à son propre enterrement afin de savoir qui était présent. Il grimpa dans un arbre avec une paire de jumelles afin d'observer qui de ses amis était venu, mais une branche lui bloquait la vue et c'est en essayant de mieux voir qu'il perdit l'équilibre, tombant ainsi dans les buissons de manière tellement violente qu'il était convaincu d'avoir brisé son bras, et c'est en boitant qu'il s'éloigna alors du cimetière. Littleton n'en pouvait plus de se cacher. Il ne réussissait pas à convaincre sa femme de déménager dans un autre état. Le couple se sépara alors. Son épouse, qui en avait plus qu'assez de Littleton et qui n'arrivait pas vraiment à passer outre ce qu'il s'était passé, en profita pour s'acheter une maison, non loin de là, avec l'argent de l'assurance vie. C'est donc seul et sans le sou que Littleton décida alors de déménager et de s'installer sous une nouvelle identité dans la ville de Smyrna. Il se faisait désormais appeler Gregory Bruce Lavender. Il finit par se mettre en couple, mais ce qu'il ne savait pas, c'est que cette femme était une informatrice de la police. Quand il commença à se vanter auprès d'elle du crime qu'il avait commis, elle alla sans tarder relayer l'information aux autorités locales. Tout ce dont la police avait besoin était un prétexte pour l'interroger.
Un jour, alors qu'il descendait Main Street au volant de sa moto, un policier remarqua qu'un feu arrière était cassé et sauta sur l'occasion pour effectuer un contrôle de routine. Quand Littleton lui tendit ses faux papiers, le policier explosa de rire et pour cause, il dira que c'était l'exemple le plus pourri de faux papiers qu'il n'ait jamais vu. Il l'arrêta, et arrivé au poste, sachant que ses empreintes le trahiraient, Littleton confessa le meurtre, pensant que la peine à laquelle il serait condamné allait être plus légère. Mais alors, qui était la personne dans la voiture ? Malheureusement, le meurtrier connaissait seulement son prénom, un certain Andrew, et avec un prénom et un portrait robot pour seuls indices, c'est compliqué pour les enquêteurs. Le lieutenant Davis fit alors exhumer le corps et envoya toutes les informations qu'il avait sur le John Doe au John Doe Network, justement une base de données qui regroupe les informations de personnes non identifiées. Il entra également les radios dentaires qu'il avait en sa possession dans cette base de données. Cependant, la famille de Blewett n'avait jamais signalé sa disparition du fait de son mode de vie nomade, donc aucun match ne fut trouvé. À la demande de Davis Tabor, le dentiste médico-légal compara régulièrement les radios dentaires de Blewett à celles de personnes disparues partout dans le monde. Il ne savait pas encore, mais ce sera une tâche qu'il continuera à effectuer pendant 10 ans. Et 10 ans de recherche infructueuse plus tard, le cas fut finalement résolu de manière surprenante. En effet, à un passage de 20 secondes traitant du cas de Blewett et demandant à toute personne ayant des informations de se manifester fut diffusé à la fin d'un épisode de l'émission American Most Wanted. Après la diffusion, la sœur de Blewett, pensant que le portrait de l'homme ressemblait énormément à son frère, contacta Davis. Davis demanda alors à la sœur de se procurer le dossier dentaire de son frère et de lui envoyer, ce qu'elle fit. Après réception du dossier, il l'envoya donc au docteur Tabor. Malheureusement, la radio ne montrait que la portion inférieure de la mâchoire de Blewett, une partie du corps qui avait été complètement détruite lors du crash de l'incendie de la voiture. Ce qui rendait alors son dossier dentaire complètement inutile. C'est à ce moment-là que le docteur Tabor eut l'idée ingénieuse de demander un échantillon de salive à la sœur de Blewett. Il retira l'une des dents de Blewett et procéda à l'extraction de la pulpe contenant le sang, les vaisseaux et les nerfs qu'il envoya à un laboratoire génétique. Mais il n'avait pas grand espoir car le corps avait été étranglé, brûlé, enterré pendant 2 ans et qu'il était resté à la morgue 10 ans. Mais contre toute attente, les analyses ADN se révélèrent concluantes et il y eut un match. Le rapport du laboratoire confirmait que la jeune femme était bel et bien la sœur de Blewett. Finalement, 12 ans après le meurtre d'Andrew Joseph Blewett, le mystère était enfin levé. Il avait enfin retrouvé son identité. Pendant ce temps, Littleton avait déjà purgé une bonne partie de la peine de 20 ans de prison à laquelle il avait été condamné. L'inspecteur Davis aurait aimé qu'un procès ait lieu, car il pensait que 20 ans ce n'était pas cher payé comparé à l'horreur du crime qu'il avait commis. Mais la brigade des stupes avait déjà passé un accord avec Littleton. Il avait accepté de purger 20 ans de prison, en plus de sa précédente peine pour trafic de drogue. Cela fait maintenant bientôt 17 ans qu'il est en prison et il sera prochainement libéré. Et sa femme ? Eh bien, sa femme, quant à elle, n'est jamais allée en prison. Pas un seul jour. Ce qui, d'ailleurs, choqua l'opinion publique. Elle affirmera avoir toujours détesté son époux et avoir sincèrement voulu aider la police.
Je vous laisse en juger. McElroy, lui, fut condamné à une courte peine et il est libre depuis déjà bien longtemps. Selon l'inspecteur Davis, c'est l'un des cas les plus étranges sur lesquels il ait été amené à travailler, et je suis d'accord. C'est une histoire tragique mais surprenante et pleine de rebondissements. Cette histoire inspira d'ailleurs le docteur Tabor, le médecin légiste, qui écrivit un livre de fiction basé en partie sur les événements, intitulé Walk of Death. Davis affirma être heureux d'avoir résolu cette affaire et que Blewett ait enfin retrouvé son identité. Qu'en pensez-vous? Dites-le nous en commentaire. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une autre triste histoire.